Imaginez ceci. Vous avez 12 ans, vous venez de perdre votre première dent permanente et vos parents vous réveillent un matin pour vous annoncer que demain, vous allez épouser un étranger de 40 ans qui vit à 3 jours de voyage. Pas de discussion, pas d'option, pas d'échappatoire. Votre enfance est officiellement terminée et ce qui suit rendra tout cauchemar moderne sur les relations toxiques semblable à un conte de fées. Bienvenue dans le mariage médiéval où, jusqu'à ce que la mort nous sépare, n'était pas un vœu romantique, mais une réalité terrifiante que la plupart ne pouvaient surmonter, où l'amour était un luxe que seuls les morts pouvaient se permettre et où l'expression « ils vécurent heureux pour toujours » signifiait simplement que les deux époux avaient survécu assez longtemps pour voir leurs enfants grandir. Si vous êtes prêt à découvrir la vérité brutale que vos cours d'histoire ont commodément omise, alors préparez-vous à plonger dans ce cauchemar historique qui redéfinira complètement votre perspective sur le mariage. Avant de continuer à explorer les horreurs qui vous attendent, si ce genre de vérité historique effrayante vous fascine autant que nous, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode de nos enquêtes les plus troublantes. La réalité du mariage infantile médiéval était bien plus complexe et sinistre que ce que tout film ou livre romantique vous a fait croire. Nous parlons d'une institution qui fonctionnait comme une transaction commerciale où les enfants étaient littéralement une monnaie d'échange. Les filles en particulier, en princessines, étaient considérées comme des investissements qui mûrissaient avec le temps, des actifs qui pouvaient être négociés, vendus ou échangés selon les besoins économiques et politiques de leur famille. En Europe médiévale, l'âge légal pour le mariage était incroyablement bas, 12 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons selon le droit canonique. Mais voici la partie véritablement troublante, ce n'était pas seulement des lois écrites sur des parchemins poussiéreux que personne ne suivait. Ces normes étaient activement appliquées et célébrées. Les registres paroissiaux de l'époque sont remplis de mariages où les mariés avaient entre 8 et 12 ans et les maris pouvaient avoir entre 15 et 60 ans ou plus. Prenons le cas de Margaret Beaufort, qui s'est mariée pour la première fois à 6 ans avec John de la Pole. Bien que ce mariage ait été annulé, elle s'est remariée à 9 ans avec Edmond Tudor qui avait 24 ans. Margaret est tombée enceinte immédiatement et a donné naissance à son unique fils, le futur roi Henri VII, alors qu'elle n'avait que 13 ans. L'accouchement a failli la tuer et les traumatismes physiques et psychologiques l'ont marquée pour le reste de sa vie. Son histoire n'était pas une exception tragique. C'était la norme attendue pour les filles de la noblesse. Mais voici où les choses deviennent vraiment effrayantes. La consommation du mariage n'était pas toujours reportée jusqu'à ce que la fille atteigne la puberté. Les registres médicaux médiévaux regorgent de cas de filles mortes de complications liées à des grossesses précoces, de blessures internes causées par des rapports sexuels prématurés et d'infections mortelles dues à un manque d'hygiène et de connaissances médicales de base. Les médecins de l'époque recommandaient d'attendre jusqu'à 14 ans pour la consommation, mais ces recommandations étaient souvent ignorées par des maris impatients et des familles soucieuses de garantir la légitimité de l'union. La préparation au mariage commençait pratiquement dès la naissance, en particulier pour les filles. Dès l'âge de 3 ou 4 ans, les filles de nobles étaient envoyées dans d'autres maisons pour apprendre les compétences domestiques, l'étiquette de cour, et ce qu'on appelait, euphémistiquement, la préparation matrimoniale. Cette préparation incluait des enseignements explicites sur leurs devoirs sexuels, des techniques pour plaire à leur futur mari et des méthodes pour survivre aux accouchements répétés censés produire des héritiers mâles. Les cérémonies de fiançailles avaient souvent lieu lorsque les filles avaient entre 5 et 8 ans. Ce n'étaient pas des célébrations joyeuses
remplis de bonbons et de jeux. C'étaient des contrats légaux solennels, où la fille, habillée comme une adulte en miniature, jurait fidélité à un homme qu'elle ne connaissait probablement pas. Les documents de l'époque décrivent des filles pleurant pendant ces cérémonies, consolées par des mères qui savaient exactement quel sort les attendait, car elles l'avaient elles-mêmes vécu. L'aspect économique était brutalement transparent. Les dots n'étaient pas des cadeaux romantiques, c'étaient des paiements calculés, aux détails incluant des terres, du bétail, des bijoux, de l'argent liquide et des droits commerciaux. Les familles mettaient littéralement un prix sur leur fille, et ce prix déterminait le type de mari qu'elle pouvait obtenir. Une dot insuffisante pouvait condamner une fille à épouser quelqu'un de socialement ou économiquement inférieur, tandis qu'une dot généreuse pouvait l'élever à l'aristocratie, mais pas nécessairement au bonheur. Les contrats matrimoniaux médiévaux étaient des documents légaux extraordinairement détaillés qui spécifiaient non seulement les aspects financiers, mais aussi les droits reproductifs, les obligations sexuelles et les pénalités en cas de non-respect. Certains contrats incluaient des clauses exigeant que l'épouse produise un héritier mâle dans un délai précis avec de graves conséquences financières et sociales si elle échouait. D'autres précisaient la fréquence minimale des rapports sexuels, les méthodes contraceptives interdites et les circonstances dans lesquelles le mari pouvait demander une annulation. La violence domestique n'était pas seulement tolérée, elle était légalement sanctionnée et socialement attendue. Les lois médiévales établissaient explicitement le droit du mari de corriger sa femme par la force physique, à condition de ne pas la tuer ou de ne pas la rendre définitivement invalide. Les manuels de comportement matrimonial de l'époque incluaient des instructions détaillées sur comment et quand frapper une épouse, quels instruments utiliser et comment éviter de laisser des marques visibles qui pourraient provoquer un scandale social. Et voici une autre révélation qui va vous glacer le sang. Le concept de viol conjugal n'existait tout simplement pas dans le cadre légal médiéval. Une fois qu'une fille était mariée, son corps ne lui appartenait plus légalement. Son mari avait des droits absolus sur elle, indépendamment de son âge, de sa santé ou de son consentement. Les registres judiciaires de l'époque sont remplis de cas où des filles ont tenté de chercher une protection légale contre des maris abusifs seulement pour être renvoyées à leur bourreau avec la bénédiction de l'Église et de l'État. La mortalité infantile liée au mariage précoce était alarmante, mais ces décès étaient rarement attribués officiellement au mariage infantile. Au lieu de cela, ils étaient classés comme faiblesse féminine, volonté de Dieu ou constitution délicate. Les filles qui mouraient en couche étaient louées à titre posthume pour leur sacrifice noble, et leur dévotion matrimoniale. Leurs morts étaient romantilisées comme des exemples de vertu féminine au lieu d'être reconnues comme les tragédies évitables qu'elles étaient réellement. Les registres médicaux médiévaux révèlent des détails effrayants sur les blessures et complications subies par les filles mariées. Fractures pelviennes, lacérations internes, infections chroniques et traumatismes psychologiques sévères étaient si courants que les médecins de l'époque ont développé des traitements spécifiques pour ce qu'ils appelaient les afflictions matrimoniales juvéniles. Ces traitements incluaient des potions pour calmer l'hystérie matrimoniale, des pommades pour les blessures intimes et des saignées régulières pour purifier le sang corrompu par la terreur. La résistance à ces mariages, bien que rare, existait et était brutalement réprimée. Les filles qui tentaient de s'échapper, de rejeter leur mari ou simplement d'exprimer leur malheur faisaient face à des punitions allant de l'isolement solitaire à l'excommunication religieuse. Certaines
étaient envoyées dans des couvents comme punition, où elles passaient le reste de leur vie en pénitence pour leur désobéissance contre nature. D'autres étaient montebattues, publiquement comme exemple, pour d'autres filles qui pourraient envisager de résister. Si vous pensiez que cela ne pouvait pas être pire, vous aviez tort. Beaucoup de ces histoires nécessitent un moment pour être assimilées. Et si vous voulez continuer à découvrir ces vérités qui changent les perspectives, assurez-vous de vous abonner car nous avons encore beaucoup de révélations troublantes qui vous attendent. Les aspects psychologiques du mariage infantile médiéval étaient dévastateurs d'une manière que nous commençons à peine à comprendre. Les filles qui survivaient à leur mariage développèrent souvent ce que les registres médicaux de l'époque décrivaient comme une mélancolie perpétuelle, une hystérie matrimoniale ou une faiblesse de l'esprit. C'est les termes médiévaux décrivaient probablement ce que nous reconnaissons aujourd'hui comme un trouble de stress post-traumatique, une dépression sévère et une anxiété chronique résultant de traumatismes sexuels et psychologiques répétés. Les couvents médiévaux étaient remplis de femmes qui avaient choisi la vie religieuse après des expériences matrimoniales traumatisantes. Beaucoup de ces vocations étaient en réalité des formes d'évasion psychologique où des femmes traumatisées cherchaient de refuge dans la vie monastique comme seule alternative au mariage abusif. Les écrits de certaines de ces nonnes révèlent des descriptions graphiques de leurs expériences matrimoniales qui feraient rougir un psychologue moderne spécialisé dans les traumatismes. L'éducation des filles était spécifiquement conçue pour les préparer à la soumission matrimoniale. Les manuels éducatifs médiévaux incluaient donc des leçons sur la manière de tolérer la douleur physique sans se plaindre de plaire à des maris violents et de trouver un sens spirituel dans la souffrance terrestre. On enseignait aux filles que leur valeur en tant que personne était directement liée à leur capacité à produire des héritiers de mâles et à garder leur mari satisfait, quel qu'en soit le coût personnel. L'Église médiévale, loin de protéger ses filles, fournissait la justification idéologique à leur exploitation. Les sermons dominicaux soulignaient régulièrement que les femmes avaient été créées spécifiquement pour servir les hommes, que la souffrance féminine faisait partie du plan divin en punition du péché originel d'Ève, et que résister au mariage équivalait à résister à la volonté de Dieu. Les prêtres bénissaient les mariages entre des filles prépubères et des hommes adultes avec la même solennité qu'ils appliquaient à tout autre sacrement. Les méthodes contraceptives étaient strictement interdites aux épouses, bien que, ironiquement, elles fussent tolérées pour les prostituées. Cela signifiait que les filles de mariés étaient condamnées à des grossesses répétées dès la consommation du mariage jusqu'à leur mort, tandis que les femmes travaillant dans la prostitution avaient accès à des méthodes pour contrôler leur fertilité. La logique médiévale dictait que les épouses existaient pour se reproduire, tandis que les prostituées existaient pour le plaisir, créant un paradoxe cruel où les femmes respectables avaient moins de contrôle sur leur corps que les femmes socialement marginalisées. Les registres de certaines familles nobles révèlent des cycles générationnels de traumatisme où des mères qui avaient été mariées jeunes perpétuaient dans le système en mariant leurs propres filles à des âges tout aussi précoces. Ces documents incluent des lettres où des mères décrivent leur douleur de livrer leurs filles, mais aussi leur résignation face à un système qu'elles considéraient comme immuable. Certaines mères tentaient de retarder les mariages de leurs filles ou de négocier des termes plus favorables, mais ces résistances subtiles avaient rarement un succès durable. La documentation médicale médiévale révèle également des tentatives désespérées de certaines femmes d'interrompre des grossesses non désirées en utilisant des méthodes extrêmement dangereuses. Des potions abortives, artisanales,
faite d'herbes toxiques, de poisons dilués et de substances corrosives, tuaient autant de femmes que les embryons qu'elles tentaient d'éliminer. Les médecins de l'époque ont enregistré des centaines de morts attribuées à ces tentatives désespérées, mais ils relièrent rarement ces tragédies aux conditions matrimoniales qui les motivaient. Les différences de classe créaient également des variations horrifiantes dans ces expériences. Alors que les filles nobles avaient au moins une certaine protection économique et sociale, les filles paysannes faisaient bomber face à des conditions encore plus brutales. Les mariages paysans impliquaient souvent que la fille travaille comme main-d'œuvre agricole, en plus de remplir ses devoirs reproductifs, créant une charge physique littéralement mortelle pour des corps infantiles. Les registres paroissiaux, ruraux, montrent aussi des taux de mortalité matrimoniale, juvénile, significativement plus élevés parmi les classes laborieuses. La documentation de certains cas spécifiques fournit des détails presque impossibles à assimiler émotionnellement. Isabelle de Bermanduis fut mariée à 8 ans au comte Robert de Leer qui avait 36 ans. Les registres de la cour décrivent comment Isabelle avait besoin d'une assistance physique pour marcher après la consommation de son mariage, et comment elle développa une condition que les médecins médiévaux appelaient « terreur nocturne perpétuelle » qui la maintenait éveillée pendant des jours entiers. Elle mourut à 14 ans lors de son 2e accouchement, et ses dernières paroles enregistrées furent un appel pour que « aucune fille ne souffre comme j'ai souffert ». Les aspects légaux étaient tout aussi troublants. Les lois matrimoniales comme médiévales stipulaient que, une fois consommé un mariage, ne pouvait être dissous sous aucune circonstance, sauf en cas de non-consommation ou de parenté trop proche. Cela signifiait que les filles qui survivaient à des mariages abusifs étaient légalement enchaînées pour la vie, peu importe la gravité des abus ou leur jeune âge au moment du mariage. Les tribunaux ecclésiastiques entendaient occasionnellement des cas d'abus extrêmes, mais les annulations étaient extrêmement rares et nécessitaient généralement une influence politique significative. L'ironie la plus cruelle de tout ce système était qu'il était justifié comme une protection pour les femmes. Les théologiens médiévaux soutenaient donc que le mariage précoce protégeait les filles de la tentation sexuelle, les maintenait sous une supervision masculine appropriée et leur offrait une sécurité économique. Cette rhétorique protectionniste masquait un système fondamentalement exploiteur qui traitait les filles comme une propriété à transférer du père au mari de la manière la plus rapide et efficace possible. Les rares registres que nous avons des voix de ces filles sont dévastateurs dans leur simplicité et leur désespoir. Lettres journaux et témoignages judiciaires révèlent des pensées comme « J'aurais aimé ne jamais naître fille. Je prie Dieu qu'il me prenne avant la prochaine grossesse et j'envie les nonnes qui n'ont jamais connu la terreur du mariage. » Ces voix conservées dans des archives poussiéreuses fournissent des preuves directes de la souffrance systématique qui caractérisait ces unions. Alors, voilà la réalité brutale et indéniable du mariage infantile médiéval entièrement exposé, un système qui transformait l'enfance en marchandise, le mariage en une forme légalisée d'abus et la maternité en une probable condamnation à mort pour des filles qui auraient dû jouer avec des poupées et non être traitées comme des poupées humaines par des hommes adultes. Maintenant, alors que nous assimilons ces vérités effrayantes sur notre passé, je veux savoir d'où nous suivez-vous. Êtes-vous Jésus, êtes-vous au Brésil, au Portugal, en Angola, au Mozambique? Laissez dans les commentaires de quel pays vous nous suivez dans ce voyage à travers les ombres les plus sombres de l'histoire. Et si vous voulez continuer à découvrir des vérités que les manuels scolaires préfèrent cacher, n'oubliez pas de vous abonner, car entre ombres et rois, nous commençons à peine à révéler les secrets les plus troublants du passé.